Hello et bienvenue sur le podcast Young, Wild and Free, le premier podcast qui donne la parole aux francophones installés au Canada pour donner toutes les clés à celles et ceux qui se posent des questions sur la vie canadienne. Je suis Hélène, ton hôte actuellement en PVT au Canada. Je te propose un moment intimiste dans lequel je te partage les hauts et les bas qui rythment la vie d'un expat, le parcours d'immigration, le marché de l'emploi, les opportunités professionnelles, la création d'un cercle amical, les différences culturelles et le coût de la vie. Ce podcast est fait pour toi si tu te poses des questions sur la vie au Canada, tu veux découvrir des retours d'expats inspirants et transparents, tu rêves de nouvelles opportunités professionnelles pour ta carrière, ou tout simplement tu es déjà au Canada et tu veux écouter des histoires de collègues expats. Je te donne rendez-vous chaque semaine pour partager mes doutes, mes victoires et mes rêves. Seul ou accompagné d'invités qui ont également tout quitté pour poursuivre leurs rêves, nous avons une mission, te raconter avec authenticité et transparence notre expérience. Bonne écoute! Salut Sandy, merci d'être sur le podcast aujourd'hui. Bonjour, j'espère que tout va bien. Est-ce que tu peux commencer par te présenter un peu, nous dire qui tu es, ce qui a fait que tu es arrivé au Canada. Après, je te poserai des questions un peu sur ton parcours à travers le Québec, à travers tes voyages et là où tu es actuellement. Garde la surprise pour après. Alors, qui je suis? Je suis Sandy, moi j'ai 35 ans, donc j'étais en limite là pour le PVT et j'ai eu la chance d'être sélectionnée. Donc, pour me présenter, on va dire rapidement, je viens de Lyon, mais j'ai beaucoup voyagé en France, c'est-à-dire que j'ai vécu en Alsace, j'ai vécu à Toulouse, je suis partie en Normandie, j'ai vécu à Paris, je suis allée en Auvergne. Donc, je suis quelqu'un qui aime bien en fait découvrir des nouvelles expériences, même découvrir des environnements qui sont totalement différents, parce que je trouve que ça aide aussi à travailler sur son adaptation, mais ça permet aussi de faire des rencontres qui sont intéressantes, qui peuvent changer aussi les points de vue, et je trouve que ça permet de développer aussi tout ce qui est ouverture, ce qui fait que j'ai des amis qui sont un peu partout en France, j'en ai qui sont en Europe, j'en ai qui sont dans le monde, puisque j'ai des amis qui sont aussi aux États-Unis, j'ai de la famille qui est dans les dom-toms. Donc j'adore en fait cette notion d'ouverture. Et comment je suis arrivée au Canada? En fait, j'ai fait une reprise d'études en 2018, donc à Toulouse. Et il s'avère que dans cette formation, il y avait une semaine de colloque en fait sur les pratiques managériales au Québec et au Canada. Et en fait, je me suis lié d'amitié avec la personne qui intervenait, donc qui est une personne qui fait du conseil en RH, en management leadership, aussi bien au Québec, mais aussi dans d'autres provinces et aussi en France. Et donc, elle m'a invité à passer l'été au Québec et plus précisément à Trois-Rivières. Donc, j'ai saisi cette opportunité et c'est la première fois en fait que je découvrais le Canada. Donc, j'ai fait Montréal, j'ai fait Québec, j'ai fait Trois-Rivières. Et quand je suis revenue, je me suis dit, c'est intéressant. J'ai fini mes études. En 2019, du coup, je me suis mis dans les bassins pour PVT, mais j'ai pas été sélectionné. Puis après, j'ai continué ma vie et, et du coup, j'ai eu d'autres opportunités. Et il s'avère que les 35 ans arrivant, je me suis dit, c'était en juillet, je crois, bon, je vais peut-être me réinscrire, mais comme ça, mais sans vraiment, j'ai envie de dire, moins pression qu'en 2019, ou en tout cas moins de construit dans ma tête. C'est-à-dire que si ça fonctionne, ça fonctionne. Si ça fonctionne pas, c'est pas grave. J'étais bien dans mon job, j'avais pas de problématiques particulières. J'étais rentré à Lyon, j'avais ma famille, mon neveu qui venait de naître. Donc il n'y avait pas d'enjeu en fait sur celle-ci. Et en une semaine, en fait, j'ai été tiré au sort. Excellent. Donc tout est allé extrêmement vite. Au début, en fait, personne n'était au courant. C'est-à-dire, mais vraiment personne là. Donc je me suis retrouvé avec cette invitation en me disant, OK, maintenant il va falloir que je l'annonce et que je lance les procédures. Donc voilà à peu près qui je peux être et comment ça s'est passé un peu tout ça. Et donc, tu es d'abord arrivé au Québec, c'est ça? C'est ça. Alors moi, j'ai choisi plutôt, du coup, d'arriver sur Montréal pour des questions en fait tout à fait administratives et de langue, parce que j'avais lu justement qu'il y avait
il pouvait y avoir des incompréhensions quand on a un niveau moyen d'anglais, et c'est vrai que avec la douane, faut éviter de faire des incompréhensions, hein, ou avec l'immigration. Donc moi, c'est pour ça que j'ai choisi de sécuriser en arrivant à Montréal, mais je savais de toute façon que je resterais pas à Montréal, puisque j'avais visité Montréal pendant plus de 2 semaines, et c'était pas dans ce type d'environnement que je me projetais, là. Donc ensuite, t'as un peu crapahuté, si on peut dire ça comme ça, et puis t'es allé dans la province Terre-Neuve et Labrador. Donc effectivement, moi j'ai juste fait Montréal 2 semaines, et après, en fait, je suis parti sur l'île du Prince-Édouard d'abord. Là, j'ai fait un workaway, donc c'était bien, hein. Il y avait personne puisque c'était en avril, donc on est très loin de la saison estivale. C'est encore la période des glaces, des gelées et de la neige. Après ça, bah, j'avais trouvé un emploi dans un parc régional, donc en Chaudière-Appalaches. Donc Chaudière-Appalaches, c'est une région du Québec, mais qui est à la frontière avec le Maine, donc les États-Unis, donc qui est quand même entre guillemets assez perdu. C'est-à-dire que c'était vraiment un petit village. Pour l'anecdote, j'avais une maison en location, mais il n'y avait pas l'eau potable. J'étais obligé de me rendre au sanitaire du village si je voulais prendre voilà, une douche d'eau potable ou avoir de l'eau potable, c'est-à-dire qu'il fallait remplir des bidons d'eau là, au robinet enfin, sanitaire du village. Après ça, effectivement, je suis parti à Terre-Neuve, Terre-Neuve et Labrador, où je suis arrivé mi-août, mais du coup, j'ai décidé de faire un peu différemment parce que j'ai pris le Bella Dégagné à Rimouski. Donc, ça m'a permis de visiter tous les petits villages, on va dire, du Québec, mais du Québec en remontant vers le Labrador. Donc, c'est des villages où il n'y a pas de voitures, de routes, enfin, très peu, là. C'est très sauvage, hein. Et qu'est-ce qui t'a poussé à choisir cette province alors? Les paysages, déjà, faut savoir que il y a plusieurs parties de l'île qui sont quand même au patrimoine de l'UNESCO. Donc, c'est peut-être pas très très connu, mais c'est assez impressionnant à voir en termes notamment géologiques, avec des randonnées qui sont quand même extrêmement impressionnantes quand on va sur la partie ouest, le Gros Morne. En premier lieu, j'ai envie de dire, ça qui a fait que j'ai rejoint Terre-Neuve et Labrador pour la découverte, la visite, avec une province qui est finalement un peu moins connue, en tout cas. Et j'ai envie de dire, ouais, c'est ça la première chose. Après, j'avais une opportunité aussi qui était intéressante. Donc les deux cumulés, j'ai envie de dire, enfin, pour moi, c'était le jackpot, là. C'est une province où on parle anglais et français ou juste anglais? Alors, on parle majoritairement anglais, puisque la communauté francophone représente 1%, Ah ouais. avec, c'est ça, avec des localités. En fait, il y a des communautés qui sont représentées sur Terre-Neuve et Labrador, puisque Terre-Neuve est l'île, Labrador bah, est, j'ai envie de dire, une partie qui est rattachée, qui est collée au Québec, mais Terre-Neuve est vraiment une île très proche de Saint-Pierre-et-Miquelon, du coup, pour ceux qui veulent se représenter. Et en fait, il y a des communautés qui sont francophones, notamment bah, quand tu vas à l'ouest, sur tout ce qui va être Cap-Saint-Georges, Grande-Terre, mais c'est des coins qui sont quand même assez. C'est des petites communautés où il y a 2000 personnes, 2500 personnes. Il n'y a pas beaucoup de monde, il y a une route. Après, sur tout ce qui va être Labrador, bah, c'est essentiellement Labrador City, Goose Bay, où il y a une base militaire qui est assez importante. Et sur St. John's, il y a quand même aussi, bah, j'ai envie de dire, toutes les associations francophones qui sont là aussi présentes et représentées, hein. Donc à St. John's même. Mais c'est vraiment 1% de la population, avec un historique aussi avec le Québec. Donc il y a potentiellement quelques tensions parfois entre les communautés. Mais, mais c'est sûr que on est très clairement sur une province anglophone, avec une particularité qui est que Terre-Neuve et Labrador et les Terre-Neuviens ont leur propre dictionnaire d'anglais. Ok. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont leurs propres expressions en anglais,
qui a un anglais qui peut différer de, j'ai envie de dire, l'anglais classique, si on peut dire ça, qu'on peut retrouver dans d'autres provinces. Donc c'est aussi assez atypique, puisque quand tu cherches justement sur Terre-Neuve et Labrador, tu peux trouver le dictionnaire spécifique de la province en anglais. Donc voilà, donc les collègues ont souvent aussi des expressions, des choses comme ça, et ils parlent, j'ai envie de dire, très 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 vite. C'est assez impressionnant. Parce que j'ai déjà voyagé ailleurs et vu d'autres choses là, mais ici c'est quand même quelque chose, hein. Et toi, là, t'habites où actuellement? Moi, j'habite à St. John's, qui est la ville sans être vraiment une ville. En fait, j'ai envie de dire, ce serait une ville très intermédiaire, comme si je compare à la France, c'est-à-dire que il y a des lignes de bus, par exemple, qui sont utilisées, mais je veux dire, tu as rapidement fait le tour, entre guillemets, quoi. Est-ce qu'il faut, tu penses, une voiture pour habiter là-bas? Alors moi, j'en ai pas, je vis très bien, mais après, moi, je suis seul. Donc en fait, si tu veux, il y a un bus qui dessert, j'ai envie de dire, les grandes localités de l'île, mais tu mets extrêmement longtemps pour l'avoir pris, donc je sais de quoi je sais de quoi je parle. Et effectivement, si t'as pas de voiture, ça va être très difficile de te rendre dans certaines localités. Par exemple, là, ça va être les vacances de fin d'année. Bah, j'ai loué une voiture pour pouvoir aller jusqu'au village des Vikings qui est à la pointe de l'autre côté, à l'ouest, au nord-ouest, parce qu'autrement, c'est impossible de s'y rendre. En transport, c'est impossible. Donc, c'est Ouais. pour ça que c'est sûr que le conseil, c'est vraiment, si tu veux vraiment bouger souvent, etc., si en plus tu as une famille, c'est sûr que c'est beaucoup plus pratique d'avoir une voiture, puisqu'il y a des bus, mais c'est facile quand tu n'as pas de changement dans les bus, parce qu'autrement, tu peux vite rater ton second bus et devoir attendre, etc. Donc, c'est sûr que oui, sans voiture, je dirais, c'est compliqué, hein. Est-ce que c'est facile de trouver un logement? Non, enfin, très clairement, c'est vraiment un point, j'ai envie de dire, assez problématique, où notamment, bah, en tout cas, sur les associations communautaires, moi, je vais parler de ce que je connais, mais francophones, je sais qu'elles ont plusieurs projets sur ce sujet-là parce que, justement, attirer des familles à Terre-Neuve, heu et expliquer qu'il y a pas de logement, c'est quand même très, très compliqué, là. Donc, c'est-à-dire que, bah, les gens vont plutôt se tourner vers d'autres possibilités où ça va être beaucoup plus simple pour eux. Très clairement, moi, mon employeur avait peur que je me désiste au dernier moment parce que quand je suis arrivé, j'avais pas de logement, hein. C'est-à-dire que c'est impossible. Je dirais rien n'est impossible, mais en tout cas, très, très peu de personnes arrivent à trouver un logement déjà de l'extérieur de la province. Sur, chaque annonce, c'est du minimum, 350 personnes avec des prix qui ont tellement flambé, les 2 dernières années, que les personnes qui vivent ici depuis très, très longtemps, justement, s'interrogent. C'est-à-dire que moi, si tu veux, je loue un studio à 1 500 $, donc tout compris. Mais un studio, hein, donc c'est-à-dire que, si tu veux, en fait, ça ressemble à une suite d'hôtels. Et d'ailleurs, de toute façon, les unités là qui sont dans mon logement appartiennent à un hôtel. Un hôtel qui loue en fait bah, des logements. Et dans mon immeuble, sans aucun mot péjoratif, mais on n'est que des immigrés quasiment, ou des travailleurs qui viennent ici pour la construction ou des choses comme ça. Mais oui, se loger est vraiment une grosse problématique. D'ailleurs, il y a quelques mois, il y a des personnes qui ont mis des tentes devant le building du gouvernement pour protester justement contre la problématique du logement. Tu parlais un peu de ton job. Est-ce que ça a été difficile à trouver et qu'est-ce que tu fais comme job? Alors, difficile à trouver, je dirais non, dans le sens où c'était un poste qui était ouvert, sur plusieurs plateformes. Ça faisait quand même assez longtemps, qu'ils cherchaient puisque, bon, mon poste était ouvert depuis 1 an avant que je le prenne et il y avait personne dessus.
Je suis gestionnaire du coup en ressources humaines pour le conseil scolaire provincial, francophone du coup. Donc, euh, donc je dirais non, pas. Enfin, j'ai pas trouvé ça complexe à trouver. Euh, Après, bah, du coup, il y avait peu de concurrence aussi sur le poste, ce qui fait que même moi, avec un anglais moyen, alors que je pense qu'ils auraient peut-être préféré quelqu'un qui parle couramment, si tu veux, ça ouvre aussi d'autres portes, j'ai envie de dire, pour les candidats. Comment est le climat, la météo là où tu habites? Alors, c'est un peu mitigé, c'est-à-dire que on a eu peu de neige là depuis que moi je suis arrivé. On a eu que 2 jours de neige, donc on a souvent de la pluie, on a beaucoup de vent. Et en fait, on a des variations qui peuvent être assez importantes, c'est-à-dire que tu peux être dans des températures négatives, mais qui seront jamais comme, en tout cas, ce que moi j'ai pu connaître au Québec, par exemple. C'est-à-dire que ça reste, si tu as un -10 ou un -15, là, ça va être vraiment très, très exceptionnel. On va plutôt être autour du -5 là, maximum. Et autrement, on a des températures, bah là, aujourd'hui, par exemple, il fait assez doux, hein. Il doit faire 5-6 degrés. On a eu des températures il y a une semaine où il faisait 10 degrés. Donc après, c'est une île, donc c'est-à-dire que c'est vrai pour Saint John's, mais tu vas à l'ouest, il peut avoir de la neige. Tu vas au Labrador, il va faire -40 ou -50. Donc, euh, donc en fait, c'est une province qui est quand même, selon où tu te situes, j'ai envie de dire, plus à l'est, à l'ouest, un peu plus au nord. Si t'es pas à Terre-Neuve, mais que t'es au Labrador, bah, il peut faire extrêmement froid. À Goose Bay, il fait très très froid. Ils ont des tempêtes de neige. À l'ouest, moi, j'ai des écoles qui ferment pour cause de tempêtes. Et à Saint John's, nous, on n'a rien, à part bon, du vent, là, tu sais, ou de la pluie. Ok, ouais, c'est très variable en fait. C'est ça. Donc, euh, donc c'est pour ça, là, je vais partir de Saint John's pour les vacances, pour aller bah, plus à l'ouest et au nord. Mais potentiellement, mes collègues me disent, fais attention parce qu'il peut y avoir une tempête de neige, etc. Ce qu'on n'a pas connu du tout ici, quoi. Est-ce que là où tu habites, c'est un peu genre touristique, l'été, il y a des activités qui se font L'été, c'est très touristique avec les gros bateaux de croisière qui sont là aussi, hein, puisque c'est un port quand même qui est assez réputé, puisque Terre-Neuve est quand même très axé sur la pêche, et notamment Saint John's. Donc oui, l'été, bah, en plus, il fait vraiment très bon là, l'été. Donc il y a beaucoup de touristes. Et en plus, bah, tout le monde en profite aussi, j'ai envie de dire, des autres provinces ou même de l'international pour visiter Terre-Neuve et potentiellement faire, la passerelle avec le Labrador puisqu'il y a aussi, du coup des ferries qui font, la passerelle. Et c'est vrai que le faire en été, j'ai envie de dire, c'est mieux que de le faire en hiver. En hiver, de toute façon, il y a certains ferries qui fonctionnent pas forcément. Et c'est Mhm. ce que je disais, les conditions peuvent faire que bah, tu as décidé de partir 2 semaines, sauf que bah, s'il y a 3 jours de tempête, tu sors pas de chez toi, hein. Tu Et vas pas prendre ta voiture et tout ça, tout ça. Et après, Terre-Neuve reste quand même, ce que je disais, il y a toute une partie très sauvage, donc il y a quand même des animaux sauvages aussi. Donc ça, c'est le fun, parce que enfin, moi j'aime bien, là, mais c'est vrai que bah, tu dois faire attention aussi à ça. Donc l'été, on va dire que il y a plus de monde, donc les animaux sont aussi se cachent peut-être un peu plus. est-ce que tu connais un peu les conditions d'obtention de la résidence permanente dans cette province-là? Oui, bah déjà il y a plusieurs provinces parce que enfin il y a plusieurs programmes puisque quand tu appartiens au tout ce qui est j'ai envie de dire l'Atlantique, il y a des programmes spécifiques en tout cas pour tout ce qui est résidence permanente. Mais en tout cas à ma connaissance, il faut du coup un an. En tout cas si tu pars sur un emploi, il faut un an dans l'emploi pour pouvoir accéder à la résidence permanente. Donc, donc on va dire que si on compare les systèmes, ça peut être plus simple quand même qu'au niveau du Québec, là. Et avec des employeurs qui pour la plupart vont quand même être aidants, parce qu'ils ont quand même des difficultés à recruter. Donc
une fois qu'ils ont attiré des personnes dans la province et qu'ils voient que ces personnes restent, ils se disent qu'il y a quand même un espoir que les personnes enfin, soient intégrées et restent dans la durée, puisque c'est quand même très spécifique de vivre sur une île où il y a une seule grande ville, mais c'est ce que je disais, c'est pas vraiment non plus une mégalopole, enfin c'est pas non plus énorme. Donc c'est des conditions qui sont assez particulières. Donc j'en discutais là avec un de mes collègues, il disait bah déjà quand les personnes viennent ici et qu'elles restent plus de 6 mois, c'est déjà plutôt un bon signe, ouais. Ok, oui, j'imagine qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent et qui partent pour aller vers d'autres provinces, qui viennent faire un test ou qui rentrent ou qui vont ailleurs. Je sais pas si tu as connu ça autour de toi. Oui, forcément, mais moi je suis aussi un peu comme ça à tester si tu veux. Enfin, ce que j'essaye aussi d'expliquer à certains de mes collègues hein, qui sont nés ici, qui vivent ici, c'est que, imaginons, tu es en PVT, tu as 2 ans, et si tu veux rester, bah, je sais pas, moi je pars du principe que tu as quand même besoin, soit tu te sens tout de suite bien où t'es et que tu te dis ok, c'est super, etc. Et puis je vais faire la résidence permanente ici, ou tu as ce côté un peu quand même explorateur qui a envie d'aller voir des choses. Tu te dis j'ai 2 ans, le Canada c'est hyper grand. Si je veux visiter tout ça, bah oui, je suis obligé quand même de bouger de manière régulière et peut-être que dans cette expérience-là, sans se mettre la pression par rapport à la résidence permanente, bah il y a un moment donné, je sais pas, je vais avoir un coup de cœur et puis je vais vouloir rester ici. Enfin, mais après, je parle avec ce que moi je connais, c'est-à-dire que je suis pas venu en me mettant la pression en disant je veux absolument la résidence permanente. Je sais qu'il y a des personnes qui viennent ici en se disant: «Je veux absolument la résidence» et cetera. Moi, je suis plutôt du style, bah, je découvre, je vois, il y a des choses bien, il y a des choses moins bien et donc je pense que ça, par contre, en étant de l'autre côté de la «barrière» entre guillemets, en tant qu'employeur ou représentant d'employeur, c'est sûr que ça peut être épuisant pour les employeurs, en fait et parfois ça peut un peu entamer la confiance dans certains profils en disant: «OK, bah, ils viennent, ils partent». Alors qu'on investit sur eux, qu'on est prêt à les aider pour la résidence permanente, qu'on est prêt à faire plein de choses et finalement et ça peut créer des réticences pour d'autres, candidats qui peut-être, eux, se diraient: «Bah, oui, je viens et je reste». Non, mais je pense que tu as raison de tester parce que les gens qui sont trop focus en mode c'est je veux la RP sans avoir découvert là où ils allaient vivre, sans avoir compris les codes culturels, la façon de travailler, même des trucs bateaux genre la nourriture, la distance avec la famille. Donc, vaut mieux tester. Je pense que c'est une bonne façon de faire. Et puis, tu sais, genre, aller voir d'autres provinces en voyage ou quoi, comment ça se passe. Peut-être qu'il y aura un autre coup de cœur qui va se faire. Donc, je trouve que c'est une bonne façon de faire, en tout cas, ce que tu fais. Dernière question. Est-ce que tu aurais 3 conseils à donner pour bah, des personnes qui partiraient en PVT, qui voudraient peut-être tester ta province, en tester une autre? Ce serait quoi tes conseils pour bien s'adapter à la vie ici? Alors, je vais peut-être choquer, mais s'adapter à la vie aussi ici, c'est comprendre qu'on est immigré. Donc on vient avec, notre culture et cetera, mais je pense qu'il faut comprendre aussi, l'histoire, alors l'histoire du Canada de manière globale, mais l'histoire de chaque province. Pour comprendre aussi pourquoi, par exemple, dans certaines provinces anglophones, alors moi pour avoir fait l'île du Prince-Édouard et Terre-Neuve, quand tu arrives avec un accent français au départ, ils peuvent avoir quelques petites réticences qui sont dues à l'histoire, qui sont dues à, j'ai envie de dire, des problématiques que nous, en tout cas français, on n'apprend pas là, tu sais, quand on est à l'école sur l'histoire du Canada. Et donc, si tu comprends pas ça et que tu te braques directement à la première remarque, on va dire un peu désobligeante, du style, moi j'ai eu quelqu'un qui m'a dit, ouais, je suis allé à Montréal, il me parlait qu'en français, alors qu'il voyait bien que j'étais anglophone, je comprends pas, en me faisant comprendre, bah, en gros, parce que vous êtes francophone, vous adaptez pas aux anglophones. Si tu restes juste braqué sur ces choses-là sans finalement bah, faire l'effort de parler en anglais à la personne. Alors moi j'étais sur Terre-Neuve, hein, donc de toute façon c'est essentiellement anglophone. Bah, forcément les gens se braquent assez facilement. J'ai eu la même chose sur l'île du Prince-Édouard au départ parce que bah,
quand tu as un anglais moyen, finalement, pour eux, c'est leur langue naturelle. Donc, il y a des choses que tu peux ou des subtilités que tu comprends pas, donc ça peut aussi les énerver de devoir répéter et cetera. Mais en fait, au bout que tu passes, un peu de temps avec les gens, 2 3 jours, que tu montres que tu as envie de travailler, que tu essayes de comprendre les histoires, les problématiques et tout ça, après ça se passe très bien. C'est-à-dire que je sais pas, moi j'ai gardé contact avec les personnes et puis, ça s'est très bien fini. Mais je pense qu'il faut pas oublier que oui, tu es immigré et que tu dois comprendre en fait, les codes, que tu dois comprendre aussi leur histoire. Ils ont une histoire aussi avec les Premières Nations, les autochtones qui peut être aussi complexe. Hem, je pense que tout ça, si tu comprends pas les subtilités, ça peut, tu peux te braquer et puis ça peut être compliqué. Puis finalement, tu restes qu'entre francophones ou tu restes, qu'entre, personnes, du coup, j'ai envie de dire, qui sont pas ici et tu passes à côté de certaines choses parce qu'en fait, une fois que tu arrives à connecter avec ces gens, ils te font découvrir leur province, d'une manière que tu aurais pas eu accès si tu étais resté sur une mauvaise image ou sur des préjugés conscients ou inconscients. Donc je dirais ça, c'est la première chose. La deuxième chose, mais ça, c'est plus aussi ma vision de j'ai envie de dire, si tu as envie de profiter, il faut quand même de l'argent, hein. Donc si tu arrives, et que c'est un peu serré, bah, tu vas pas beaucoup profiter et le risque, j'ai envie de dire aussi toujours de ça, c'est que finalement, moi, pas une de mes craintes, mais une de mes interrogations, parfois, je me dis: «Est-ce que tu répètes pas le schéma, métro, boulot, dodo que tu avais en France?» alors que tu as un boulevard, tu as 2 ans, tu peux faire ce que tu veux, tu peux profiter un maximum. Mais si tu as pas un minimum de matelas, c'est compliqué de profiter quand même, hein. Même s'il y a du workaway, même s'il y a plein de solutions possibles et inimaginables, à un moment donné, il faut quand même un tout petit peu d'argent pour que ça fonctionne avec une inflation qui est quand même, assez importante, aussi, ici et là d'autant plus parce que nous on est sur une île donc voilà, tout arrive par bateau, par avion ou autre. Oui. Donc ça, ce serait le 2e conseil. Je dirais le 3e conseil là, tu sais, mais ça revient un peu au premier mais rester ouvert si tu veux et juste pas se mettre la pression là, tu sais. 3 conseils, complémentaires que je partage complètement. C'est très intéressant ce que tu dis sur la partie métro, boulot, dodo et je pense que tu as 2 teams, soit ceux qui vont profiter à fond du PVT, soit ceux qui vont, bah, travailler. Il faut trouver un juste milieu. C'est ça, mais si tu veux, même moi des fois, tu sais, c'est des interrogations en se disant: «OK, est-ce que tu passes pas à côté de quelque chose ou tu sais, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que c'est ça au départ tu t'étais dit ou pas?» et je pense que enfin, en tout cas, moi, j'essaye de me dire: «Mets-toi pas la pression comme peut-être ce que je pouvais me mettre en France là». Mmh. Tu sais, c'est hyper ouvert et le marché du travail est beaucoup plus ouvert aussi. Alors je vois beaucoup de posts qui disent: «Il y a pas de travail» et cetera, autres là, mais alors je sais pas si c'est vrai à Montréal essentiellement ou je sais pas du tout parce que je suis pas là-bas donc je connais pas le marché. Mais pour avoir pas mal bougé en tout cas sur la partie est et avoir, des relations avec, beaucoup de personnes qui travaillent dans tout ce qui est emploi et cetera, il y a un nombre de postes d'emploi qui sont ouverts, qui sont assez phénoménales, hein. Avec, c'est ce que je disais, des choses qui s'ouvrent. C'est-à-dire que si on prend certains employeurs, avant, ils voulaient absolument du bilinguisme, 100 là. Aujourd'hui, si tu arrives à faire ton entretien, à quand même tenir un minimum une conversation, en anglais et qu'en plus tu parles français, tu peux avoir l'emploi. Alors que c'était pas le cas il y a quelque temps. C'est vrai. Donc après mais c'est ce que je dis, c'est toujours pareil, c'est qu'est-ce que tu veux faire de ton PVT? Est-ce que tu veux et ça, je pense que c'est des choix personnels qui, en tout cas, ne recouvrent pas de jugement de ma part là, tu sais? Mmh. Mais c'est juste que pour certaines personnes, peut-être qui sont dans certains endroits et qui se disent, «Il y a pas de travail et c'est compliqué, puis je vais rentrer en France» et cetera. Bah, peut-être, ouvrir le scope parce que moi, des provinces que j'ai fait et des contacts que j'ai dans ces provinces qui sont plutôt situées du coup sur Atlantique, mais j'ai aussi des contacts du côté ouest,
Colombie-Britannique, mais plutôt le nord de la Colombie-Britannique, ça cherche beaucoup, là. Ça cherche énormément. Moi, je suis dans le secteur de tout ce qui est enseignement, etc. C'est clairement pénurique, c'est très problématique. Mais par contre, c'est sûr que les endroits où on a de la pénurie, si tu veux, c'est des endroits assez sauvages. Donc, faut avoir un peu ce goût de l'aventure. Tu parlais de voiture tout à l'heure, c'est-à-dire que tu vas pas avoir un Costco ou un Walmart ou ça n'existe pas. C'est l'épicerie du coin qui est ravitaillée par le bateau, par l'avion, par ce que tu veux, mais c'est pas. Donc c'est sûr que c'est une vie un peu plus d'explorateur, mais une vie en fait aussi où si tu as envie de connecter avec une communauté ou des communautés, parce qu'en fait, si on prend par exemple le Labrador, tu peux te retrouver avec une communauté autochtone, une communauté francophone, une communauté anglophone. Si tu vas vers tous ces gens-là, il y a moyen de connecter, j'ai envie de dire, un peu avec toutes ces personnes-là. Mais c'est des liens après qui restent assez forts, puisque tu es dans une grosse communauté où il y a plusieurs communautés. C'est le mot de la fin. Ça fait Ça. une belle conclusion, je trouve, tout ce que tu viens de dire. Faut rester ouvert et puis sortir de sa zone de confort si ça nous convient pas. Donc, merci beaucoup pour ton partage. Bah, merci à toi.